pour établir au nom d'Allah, le Clément et tout miséricordieux, Dieu, et lui demandons ta grâce sur cet endroit, que vous puissiez nous ouvrir de votre miséricorde, que l'on puisse commencer en toute sérénité et terminer aussi en toute sérénité. Et nous demandons la paix et le salut sur tous les prophètes et particulièrement en dernier le prophète Muhammad, ainsi dit, nous disons, serment avec Allah. Alhamdulillah, aujourd'hui c'était grand jour. Je vais tout dévoiler, je vais tout mettre sur la tour et vous allez tout. Super. Toute la communauté islamique. Moi, c'est le Messie Ousmane Iman Khalid. C'est moi le secrétaire de la Fondation nationale. Comme tout le monde m'appelle CG. Et mon chef direct, c'est le coordinateur national. Imam Ibrahim. C'est lui mon chef direct et je ne dépends que de lui. Nous sommes une coordination des établissements conventionnels islamiques et de la formation professionnelle. Alors, je vais reculer un peu pour mettre tout le monde dans le père de ce que nous faisons. Il y a un ministère qui existe, le ministère de la formation professionnelle. Et il y a une confession religieuse aussi qui existe, c'est l'Islam. Et cette confession, depuis la naissance de ce ministère en 2016, cette confession n'a pas eu un partenariat avec le ministère de la formation professionnelle. Parce que nous sommes conventionnés. Alors, c'est en 2024 septembre que le coordinateur national a été nommé, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de stratégies. Et voilà, aujourd'hui nous sommes là où nous sommes. Moi, j'espère que nous n'avons même pas franchi les 10% de ce que nous devons franchir. L'essentiel est d'exister et faire face à la réalité. Alors, je rends hommage aussi au représentant légal de cette communauté. C'est grâce à lui que moi je tiens le nom. C'est grâce à lui que cette coordination existe. Et je rends hommage aussi à toute la communauté islamique. Force à vous, et je pense que nous devons commencer des choses sérieuses. Atelier 100% pratique, nous allons aborder deux thématiques: organisation, coordination, division et bureau. La fois passée, il y a eu une formation, mais c'était plus théorique. Et aujourd'hui, nous allons maintenant entrer dans les détails, dans les pratiques, vraiment plus pratiques. Et la deuxième, c'est la formation professionnelle. Il y a quelques points, sous-points que je vais aborder dans la première et la deuxième. Nous commençons d'abord par la première. Ça, c'est les coordinateurs nationaux qui fait face aux coordinateurs provinciaux et qui fait face aux coordinateurs sous-provinciaux. Alors, nous gérons les centres de formation, mais ce n'est pas au coordinateur national d'aller sur le terrain, vérifier si réellement il y a un centre de formation que nous pouvons affilier ou qui fait partie de notre coordination. Ça, c'est impossible, ce n'est pas sa compétence en tout cas. Et il y a aussi les coordinateurs provinciaux. Les coordinateurs nationaux, s'il faut descendre sur le terrain, parce que si je parle de fonction à titre sur le terrain, s'il faut descendre sur le terrain, c'est au moins une fois le mois ou une fois les 3 mois. Ce n'est pas sa compétence en tout cas. Et le coordinateur provincial, lui, il peut faire ça plus 2, 3, 4 fois. Mais le coordinateur sous-provincial, c'est un gestionnaire approximatif. Cela veut dire c'est un gestionnaire qui est tout le temps sur le terrain avec le chef d'établissement. Vous comprenez un peu la seule différence. Donc, vous comprenez et qui va vous gérer. C'était un peu ça, les fonctions et les habitudes sur le terrain.
le deuxième point maintenant, c'est la coordination nationale contre la coordination provinciale, contre la coordination sous-provinciale. Ici, je parlais des garants, des patrons, des coordinations. Maintenant, ici, quand je parle de coordination, je parle des services qui est dans chaque coordination. Le deuxième point, c'est la coordination nationale contre provinciale, contre sous-provinciale. Et ici, il n'y a pas des habitudes sur le terrain, il y a des fonctions que je vais parler. La coordination nationale existe parce qu'il y a la coordination provinciale. Et la coordination provinciale existe parce qu'il y a la coordination sous-provinciale. Et la coordination sous-provinciale aussi existe parce qu'il y a les établissements, donc les centres de formation. Alors, on ne peut jamais parler d'une coordination nationale sans avoir des centres de formation. Nous devons avoir des centres de formation. Et les services qui travaillent dans la coordination nationale, provinciale et sous-provinciale, ça se passe comment? Il y a les agents qui travaillent dans les coordinations provinciales et vont traiter les dossiers. Je pense que je mettrai un support au cours de la semaine prochaine. Là, je vais insérer les chronogrammes. Cela veut dire ce que la coordination sous-provinciale peut amener, peut envoyer à la coordination provinciale, ce que la coordination provinciale peut envoyer à la coordination nationale. Ces genres de chrono, par exemple, du 1er au 5, il y a une lettre qui doit être rédigée rapidement au niveau sous-provincial et être envoyée au niveau provincial. Et du 10 au 15, il y a une lettre aussi qui doit être rédigée rapidement au niveau provincial ou encore au niveau national. Et le niveau national dépend directement du ministère. Cela veut dire du service qui c'est la CPF. C'est un peu ça leur rôle. Troisième point, je parle maintenant du secrétariat. J'entre dans le thème de chaque service dans les coordinations provinciales, sous-provinciales. Ouais. Bien. Ok. Ici, je parle de tous les secrétariats. Ouais, d'accord. Slash séance de travail des collaborateurs généraux. Alors, quand vous allez implanter votre coordination provinciale ou sous-provinciale, en tout cas, dans chaque service, ici je parle du secrétariat, il y a un patron qui est là, qui va gérer les agents du secrétariat, c'est le secrétaire. Alors, ces patrons, c'est en même temps les patrons de l'administration. Et c'est lui qui maîtrise mieux l'administration plus que son chef direct. En tout cas, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que lui, c'est un administratif et son chef direct, c'est un politico-administratif. Il est sous mandat, comme notre coordinateur national, il est sous mandat. Il a été nommé par les coordinateurs, par les représentants légaux au niveau du comité directeur.
et il partira. Il finira par partir, ce qui est sûr, parce qu'il travaille sous mandat. Là, je vous ramène à comprendre l'importance de votre secrétaire dans votre coordination provinciale ou sous-provinciale. Le secrétaire, il a ses 10 agents ici par rapport à notre cadre de structure organique par le ministère. Les secrétariats, il y a 10 agents. Lui-même, le secrétaire, et c'est bien chargé de courrier, et c'est des travailleurs, c'est des opérateurs de saisie qui sont les informaticiens, les huissiers, les chauffeurs, je pense que c'est tout. Et les sentinelles. Merci. Normalement, quand vous installez votre coordination provinciale ou sous-provinciale, vos agents doivent passer une séance de travail avec un patron de l'administration. Alors, le secrétaire, il est censé maîtriser tous les agents, il est censé maîtriser tout ce qui va se passer dans les secrétariats. Il doit apprendre aux chargés de courrier comment acquiser des réceptions. Voilà. Vous devez organiser votre secrétariat, avoir des classeurs, des chargés de courrier précis, envoyés et des transmissions. Aujourd'hui, je ne suis pas ministre de l'administration, mais je vais un peu parler de ça. Déjà, le secrétaire, il a aussi ses désinformaticiens. Et ces désinformaticiens s'occupent aussi des mises à jour de toutes les données. Je ne dis pas que non, les sous-provinces envoient directement à la coordination nationale pour que les secrétaires et ces informaticiens gèrent. Non, ça doit passer par toute une hiérarchie et à la finalité, ça va donner au niveau du secrétariat national pour traiter tous ces dossiers. Alors, les informaticiens sont censés maîtriser l'outil informatique, sont censés avoir les ordinateurs, sont censés maîtriser comment on fait des mises en place pour les centres d'information, parce que vous allez gérer les centres d'information. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que un informaticien, une coordination sous-provinciale, peut-être des gourmets, peut très mal faire une mise en place des centres d'information et ça franchit des étapes. L'informaticien de la coordination provinciale même ne maîtrise pas aussi comment faire ces mises en place des centres d'information. Alors, quand ça tombe chez l'informaticien au niveau national, en tout cas, il doit les maîtriser. Voilà pourquoi les secrétaires, dans tous les niveaux, national, provincial, sous-provincial, doivent maîtriser tous ces aspects. En tout cas, tout ce que les coordinateurs provinciaux, sous-provinciaux vont faire, les secrétaires nationaux doivent les maîtriser. Et tout ce que les coordinateurs sous-provinciaux vont faire, les secrétaires de la coordination provinciale aussi doivent les maîtriser. Alors, je pense que le séance de travail doit déjà commencer. Il faut s'installer votre bureau. Les secrétaires de votre coordination doivent travailler avec ses membres de l'équipe. Il y a des chargés de courrier, il y a les travailleurs. Et les travailleurs, son rôle, c'est quoi? Les travailleurs, son rôle, quand le coordinateur national ou provincial, sous-provincial, bon, quand un membre seulement qui est supérieur dans les secrétariats veut acheter peut-être de l'eau, soit veut envoyer pour imprimer des papiers, acheter des papiers, c'est le travail d'un travailleur. Donc c'est lui qu'on va exploiter dans les secrétariats pour faire ce travail. Et les chauffeurs, quand les choses vont s'améliorer prochainement, parce qu'on y croit, les chauffeurs, je pense qu'il y aura une voiture de la coordination et ces chauffeurs vont faire le travail avec, s'il faut acheter les matériaux de la coordination, ces travailleurs, ces chauffeurs plutôt, sera accompagné des chargés de logistique. Donc c'est ça. Les chauffeurs sont là pour aller récolter les informations dans les centres d'information, aller récolter les informations dans les coordinations provinciales ou sous-provinciales, mais accompagner
de son autorité. Donc, il sera là juste pour conduire. Je pense que les chauffeurs, vos chauffeurs que vous avez choisis dans vos coordinations, auront leur travail. C'est un peu ça le rôle du secrétariat, comment le secrétariat doit s'organiser. Alors, je vous conseille de commencer dès maintenant des séances de travail. Allez instruire à vos secrétaires de commencer les séances de travail avec leurs membres du bureau. C'est très important et nous allons organiser, vous savez bien que nous sommes dans un ministère de la formation professionnelle. En fait, les formations, les informations sont continues. Je ne pense pas qu'aujourd'hui je vais tout donner. Nous allons organiser des séances de formation, des séances d'ateliers pour prendre les secrétaires, les chefs de bureau, les chefs de division à la main et les orienter comment bien faire le travail. Ici, je pense que j'ai donné l'essentiel, c'est très pratique. Alors, celui qui est secrétaire, il doit déjà entrer dans les bains de travail avec ses collaborateurs de bureau. Ici, je parle maintenant de l'administration et finances. C'est le quatrième point. Ça, en tout cas, c'est l'administration et finances. Même séance de travail. Séance de travail. Dans la coordination nationale, nous avons un chef de division. Le chef de division, normalement, est chargé des bureaux de l'administration finance. C'est lui qui représente les chefs, les premiers chefs, tels qu'à la coordination nationale, quand le coordinateur national est empêché peut-être par une réunion, c'est notre chef de division qui va aller le représenter. Donc, c'est un peu ça, ce que le chef de division va faire. Et le chef de division aussi doit s'organiser dans son bureau. Maintenant, ici, on passe à des choses un peu complexes. Pourquoi? Parce que ici, nous avons les chefs de division, je parle d'abord au niveau national et au niveau provincial. Il y a les chefs de division qui essaient, il y a les chefs de bureau. Et ici, il y a la collaboration directe de chaque tâche. Il y a les chefs de division avec, si je suis au niveau national et provincial, il y a chef de division, administration finance, il y a chef de bureau, comptabilité, chargé de comptabilité, il y a chef de bureau, logistique, il y a chef de bureau, ressources humaines, chef du personnel. Alors, déjà, votre chef de division, ou en fait, je prends tous les lignes directement. Déjà, votre chef de division ou votre chef de bureau chargé de l'administration des finances doit déjà commencer à travailler avec ses chefs de bureau. Ici, c'est au niveau national et provincial. Au niveau sous-provincial, les chefs de bureau de l'administration des finances doivent travailler avec ces 210. Je pense que ce sont des chargés, mais ce sont des agents qui sont des 210. Et ici, il y a des 140, ici, il y a 130. Alors, celui-ci doit travailler directement avec ses collaborateurs. Celui-ci aussi doit travailler directement avec ses collaborateurs. Pourquoi je vous montre tout ça? C'est pour alléger le travail chez les coordinateurs provinciaux et sous-provinciaux. C'est vraiment ça. Vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Vous devez laisser toutes ces tâches à chaque chef de la division, à chaque chef du bureau. Vous allez voir que le travail sera vraiment très très facile. Alors, le chef de l'administration et finance, il est censé maîtriser tout ce qui est lié à l'administration, tout ce qui est lié aux finances. Et les chefs des bureaux comptabilité,
mais qui est vraiment censé les connaître tous. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, il faut alléger tout le travail que vous avez laissé à chaque agent de faire son travail. Les 140, les 140 ici et vont collaborer directement avec les 110. Ce sont des rédacteurs. Ce sont des rédacteurs. Alors, c'est quoi maintenant le rôle des rédacteurs? Les rédacteurs, c'est partout, c'est même dans les sous-divisions. Déjà, un rédacteur, il est censé les maîtriser, pas la langue du voyage, non, mais maîtriser au moins l'écriture française, parce que vous allez recevoir des rapports, et il faut maintenant synthétiser ces rapports. Ce n'est pas le chef de division. Lui, il va juste donner des orientations, il va juste collaborer avec ses chefs de bureau. Les chefs de bureau vont maintenant collaborer en direct avec ses rédacteurs. Les rédacteurs doivent non seulement maîtriser l'outil informatique, mais aussi l'écriture française. Ils doivent vraiment maîtriser, bien parler, bien écrire, tout ça, le français, l'orthographe. Ils doivent être calés peut-être en orthographe, grammaire, tout ça. Donc c'est un peu ça. C'est ça, moi, le rôle d'un rédacteur. C'est une personne de réflexion, c'est une personne qui écrit, qui est là aussi pour la saisie de ce qu'il écrit. Alors, les 210 aussi, ils doivent travailler en collaboration avec le coordinateur provincial sur provincial. Et c'est la même chose que nous allons voir ici à la fin, qui normalement, vu que nous sommes une coordination de la formation professionnelle, alors les chefs de division et ces chefs de bureau, c'est eux qui vont accompagner leur coordinateur provincial ou sous-provincial sur le terrain. Alors, ces chefs de bureau doivent maîtriser la différence entre une filière et un métier. Filière, c'est, je prends l'exemple, c'est coupe-couture. Et métier, c'est peut-être un produit. Alors, tous ces chefs de bureau doivent maîtriser tout ce qui fait trait avec tous ces métiers-là. C'est un peu ça comment ils vont s'organiser et à leur tour aussi, ils doivent échanger, soit collaborer avec les 210, avec les 220, ainsi de suite. En tout cas, ce qui est sûr et certain, les agents qui seront dans la division de la formation professionnelle, s'ils ne maîtrisent pas la formation professionnelle, ils doivent vraiment apprendre de la formation professionnelle. S'ils ne maîtrisent pas, ils doivent vraiment apprendre la formation professionnelle parce que ce sont eux qui vont traiter directement les rapports, les données qui viennent des centres de formation, des coordinations provinciales, des coordinations sous-provinciales. En tout cas, ils doivent vraiment maîtriser ça et je demande déjà à chaque coordinateur provincial ou sous-provincial d'appeler les chargés de la formation professionnelle dans sa division ou dans son bureau et commencer une séance de travail avec ses chefs de bureau. Et si vous n'avez pas choisi un bon chef de division de la formation professionnelle ou bien un bon chef de bureau de la formation professionnelle, ne vous inquiétez pas, nous allons mettre tous les documents, tous les outils en place pour vous aider à avancer dans votre juridiction. Ça, en tout cas, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour ça. S'il faut organiser des ateliers à chaque fois, nous sommes là. C'est la même chose avec les chefs de division de l'administration des finances. Lui aussi, avec ses agents, doivent maîtriser tout ce qui est administration, tout ce qui est finance. Et ici, maintenant, nous sommes des chefs de division planification et statistique. Je pense que c'est vraiment la même chose que j'ai parlé dans toutes les divisions. Il suffit juste de maîtriser tout ce qui est statistique, tout ce qui est planification dans votre juridiction. Qu'est-ce que vous allez faire les mois prochains
qu'est-ce que vous allez faire les 10 prochains jours et comment vous allez s'organiser et comment vous allez planifier les projets qui entrent, les projets qui sortent. Tout ça, c'est vraiment pour les chefs de division, planification et statistique. Et ils doivent maîtriser en tout cas la planification et la statistique. D'ailleurs, chez nous, au niveau national, il y a une place de chef de bureau statistique, j'ai laissé vide parce que je n'ai vu aucun profil qui répond à ces postes. Déjà, moi, quand vous venez de l'ISES, vous êtes déjà quelqu'un qualifié pour moi parce que c'est ici, sinon ici, c'est ici qu'on apprend les statistiques, les planifications, tout ça. Et chaque chef de bureau aussi doit collaborer avec le 210 avec le 220. C'est un peu ça. Et il y a maintenant un dernier bureau qui n'est pas dans la coordination nationale provinciale. Il y a le bureau et section des apprenants comme ça. Bureau d'identification, insertion et apprenants. C'est ça. Et ces bureaux, c'est les bureaux pratiques, c'est les bureaux sur terrain. Je vais arriver dans chaque salle d'un centre de formation, nous devons avoir 25 max des apprenants. Là, je vais arriver. Maintenant, c'est le travail de ces bureaux. Ils doivent maîtriser, ils doivent savoir combien pour chaque salle dans un centre de formation, combien d'apprenants. Et c'est ça vraiment leur travail. Combien d'apprenants que nous allons insérer, combien de personnel dans les centres de formation que nous devons avoir, que nous devons insérer et réinsérer. Vous voyez, mais c'est ça vraiment leur rôle. Et les chargés des bureaux et ces 210, ils ont vraiment un travail sur terrain. Et quand j'ai vu le travail sur terrain, ce n'est pas chaque jour. Il y a un point ici. Le 8e point, c'est rotation des services. Là maintenant, parce qu'il y a déjà certains qui se sont dit, ah, je suis chef de bureau, section, je suis obligé d'aller sur le terrain chaque jour. Non. Ça, c'est pas ça. La rotation. Rotation des services. Rotation des services, c'est division et bureau. Vous savez bien que nous sommes une coordination nouvellement créée. Nous ne sommes pas dotés de frais de fonctionnement. Alors, les coordinateurs provinciaux et sous-provinciaux ont vraiment des difficultés de trouver le bureau. Vous pouvez trouver un seul local, des locaux, 3 locaux si vous avez de la chance, si vous avez fait bien votre management sur le terrain. Alors, dans votre coordination provinciale, vous devez avoir 53 agents. Dans votre coordination sous-provinciale, vous devez avoir 46 agents. Et c'est pratiquement impossible que tous ces agents viennent le même jour installer, travailler dans un seul local, dans les deux locaux plutôt. C'est impossible. Alors, vous allez s'organiser. Ça, c'est ma stratégie propre. Ça vient de nulle part, ça vient de moi-même pour vous aider à s'organiser. Vous allez voir si votre bureau, quel espace pour un coordinateur provincial ou sous-provincial et son secrétaire. Et dans chaque bureau ou dans chaque division, vous allez s'organiser. Telle personne est obligée de venir mettre sa signature le lundi ou chaque lundi, une fois par semaine. Vous allez en tout cas vous organiser entre vous par rapport à l'espace que vous avez. Ça, ici, à ce point, ça demande maintenant votre réflexion de continuer. C'est un peu ça sur le point de rotation. Vous devez roter. La première thématique, je suis déjà presque à la fin.
Le 9e point, c'est des attributions complètes et personnelles dans une coordination. Et ça viendra dans le support. Le 10e point, avant de clore cette première thématique qui était très pratique, c'est questions-réponses. Je pense que je vais prendre 2-3 questions pour avancer. Vous avez la question? Oui, merci beaucoup pour la parole. J'ai au moins 2 questions à poser à toi. Je ne sais pas. Bon, c'est ma première fois d'assister à cet atelier. Lorsque vous nous demandez d'aller nous installer dans les différentes coordinations provinciales, sous-provinciales, nous allons nous installer sur base de quel document? C'est pas vous qui posez cette question. Vous représentez qui? Un coordinateur sous-provincial? Sous-provincial. Et quel? Baoumou 2. Baoumou 2. Hassan. Hassan. Non, Hassan. Ah, oui. Déjà, il y a une note circulaire qui a été écrite par les secrétaires généraux des services pour autoriser à toutes les confessions religieuses d'organiser les centres de formation, de créer les coordinations pour valoriser les secteurs des métiers dans le ministère de la formation professionnelle. C'est ça d'abord votre premier outil sur le terrain. Vous ne devez pas être menacé, la note circulaire. Vous aurez ça à la fin, vous allez passer votre numéro. Et le deuxième document, c'est la décision organique portant la création de cette coordination, signée par les représentants légaux. Je parle d'un légal de cette communauté. Et quand ce document a été signé, du coup, ce document devient légitime en attendant la légalisation du patron du ministère. C'est déjà légitime. Ça, c'est le deuxième document. C'est un document qui a 25 pages comme ça. Le troisième document, c'est la décision organique portant la nomination de votre coordinateur sous-provincial. Il va juste prendre ces documents accrochés sur son nom. Et en attendant les arrêtés, c'est-à-dire la légalisation du patron de ces ministères, les coordinateurs nationaux commissionnent ces coordinateurs provinciaux, sous-provinciaux et les notifient. Vous avez directement 5 documents. Avec ces 5 documents, vous avez la légitimité de descendre sur le terrain pour trouver un bureau. Maintenant, comment vous allez trouver ces bureaux? J'ai animé un atelier précédemment. Là, j'ai donné toutes les stratégies possibles pour trouver un bureau implanté, votre coordination provinciale ou sous-provinciale. Alors, vu que nous sommes islamiques, soit vous contactez directement le mosquée proche de vous, vous demandez un espace. Il faut bien, là maintenant, il faut bien parler, nous sommes, et la deuxième possibilité, c'est voir le centre de formation qui existe de cette communauté islamique. Vous pouvez aller implanter votre bureau là-bas. Moi, je peux avoir un centre de formation et je suis ignorant. Vous venez chez moi, vous voyez, je vous donne un espace. La troisième possibilité, c'est parmi les centres de formation que vous allez affilier. En tout cas, nous vous donnons la matière, mais nous n'allons pas vous tenir à la main les centres de souterrain pour trouver les bureaux. C'est d'ailleurs comme ça qu'on nous a appris depuis la nuit des temps, dans les universités, dans les instituts,
on va simplement nous apprendre le business plan, tout, on va nous apprendre ça. Et à la fin, vous allez se dire non, je suis licencié, j'ai distingué, mais ce n'est pas ces professeurs qui vont prendre par la main pour aller trouver un emploi. Non. C'est la même chose, la même technique que vous allez utiliser. Nous vous donnons les armes. Les armes, ce sont des documents que je vais vous parler. Et sur le terrain, vous allez maintenant savoir comment manager, avoir un espace. Voilà pourquoi j'ai dit vous pouvez avoir un local, des locaux, et vous n'allez pas faire travailler tous les agents. Ça, c'était la réponse pour la première question. Il y a la deuxième. Oui, la deuxième question par rapport à la délimitation des juridictions. Barumbu 1, Barumbu 2. Comment c'est partagé, comment c'est la limite quoi, pour savoir nous sommes de Barumbu 2, notre limite c'est ici, il ne faut pas entrer à Barumbu 1 par exemple. La délimitation, comment faire ça? Tout ça, j'ai parlé lors des premiers ateliers. C'est votre coordinateur commissaire qui me parle. Déjà, le ministère de la formation professionnelle vient, en fait, c'est quoi? C'est une source qui vient du ministère de l'enseignement qu'on appelle aujourd'hui l'éducation nationale de la sécurité. Et quand on parle des provinces éducationnelles, à l'époque, on voyait ces ministères. Et chez nous aussi, dans la formation professionnelle, dans ces provinces éducationnelles. Et nous n'allons pas recréer, inventer, non. Nous allons prendre juste les mêmes provinces éducationnelles qui sont dans l'enseignement que nous allons utiliser chez nous. Je sais que cette vidéo passe partout et ça va passer partout. Au CNSPF, il y a manque des animateurs. Je prends l'exemple à Maniema, il y a un seul directeur provincial. Mais normalement, il devait avoir des directeurs provinciaux. Et là-bas, nous avons des coordinateurs provinciaux et un seul directeur provincial. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai envoyé les contacts de chaque directeur provincial. De chaque directeur, je prends l'exemple de Kouabaou, c'est Bikoura. J'ai envoyé le coordinateur provincial de Bikoura, le contact du directeur provincial de Bikoura, pour échanger avec lui, lui mettre en contact avec ses chefs de cellules. Et ces chefs de cellules vont collaborer directement avec les coordinateurs sous provinciaux. Ça, c'était la première possibilité pour connaître votre limite géographique. Malheureusement, aucun coordinateur provincial l'a fait. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas quelques documents. Et comment la coordination nationale fonctionne? Et c'était ça la première possibilité, c'est d'entrer en contact direct avec le chef de cellule du Barumbu 1. Il existe, et c'est la CPF, un service de contrôle. Et la deuxième possibilité, d'entrer en contact direct avec une sous-division du Barumbu 1, le ministère de l'enseignement, ça existe. Ce sont eux qui existent, et puis la vie des temps vont vous dire que non, Barumbu 1 commence ici et finit là. C'est la même chose avec toutes les sous-divisions. C'est bien. Alors, la troisième question. Je pense que ça, c'est la dernière. Merci CG pour la parole. Ma question est celle-ci. Comme vous avez dit, si par exemple dans votre juridiction, soit votre province, vous n'avez pas de centre de formation, parce que vous avez dit, on doit normalement créer. Mais par exemple, vous nous envoyez quelque part là où il n'y a pas de centre de formation. Et en mai, nous avons rien comme quelque chose, soit de moins de finances, pour ouvrir un centre de formation. Qu'est-ce qu'on va faire? Et de deux, je ne sais pas si je n'ai pas bien compris par rapport à votre explication.
explications. Quand vous avez donné les explications passées, quand vous avez parlé, vous avez donné, il y a trois sortes de chefs de division. Ça serait bien peut-être, comme vous avez dit, il y a des supports pour pouvoir nous donner ça passer en lisant peut-être. Les attributions, c'est tellement large, c'est tellement large que je vais prendre toute une journée. Même pour les attributions du personnel du centre d'information, c'est tellement large. Vous aurez ça de support. Parce que si vous voyez bien dans la coordination provinciale, vous avez dit qu'il y aura 53 membres divisés dans les différentes niveaux, soit tâches. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que dans la coordination provinciale, il y aura peut-être une idée soit seulement le cachet que le coordinateur provincial va commencer à utiliser pour mettre, soit signer, paraffer. Déjà des questions. Merci. La première question, vous n'êtes pas obligé. Et d'ailleurs, ce n'est pas votre rôle de créer un centre de formation proprement dit. La communauté doit avoir ses centres de formation. Parce que la communauté, si elle accorde des mandats de gestion avec le ministère de la formation professionnelle pour gérer. En fait, cette arrivée-là des mandats de gestion, c'est entre la communauté et le ministère. C'est pour gérer les centres de formation. C'est comme le renseignement, c'est pour gérer les écoles, les établissements. Vous, en tant que coordinateur sous-provincial, là maintenant je suis sous-provincial. En tant que coordinateur sous-provincial, vous êtes là juste pour créer. Dans quel sens d'aller descendre sur le terrain avec les membres de l'équipe que j'ai cité dans le livre qui maîtrise la formation professionnelle et voir s'il n'y a pas un centre de formation. Vous êtes dans un secteur où il n'y a pas de centre de formation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer à la deuxième possibilité et solliciter, j'ai parlé de ça lors du premier atelier, et solliciter les centres de formation professionnelle qui existent sur le terrain, mais qui ignorent qu'ils peuvent être une administration publique, qui ignorent qu'ils peuvent être pris en charge par le ministère. Alors vous allez les solliciter, vous allez les présenter tous les documents aux agents des bureaux, doivent être outillés, doivent maîtriser les métiers, la différence de métiers, filières, quand vous allez les doivent maîtriser les mises en place, comment faire les mises en place du personnel, des attributions, et avec tout ça, vous allez convaincre un centre de formation qui existe ou un atelier pour l'affilier dans votre sous-division. Ça, c'est facile. Et si vous voulez avoir beaucoup de centres de formation, vous pouvez aussi écrire à des partenaires dans votre sous-division pour vous aider à créer des centres de formation, signer les partenariats lorsque le frais de fonctionnement va sortir plus tard, le partenaire prend sa part, la coordination prend sa part. Ça c'était, attendez pardon, ça c'était la... J'ai répondu à toutes les questions, c'est bon? La dernière question là-bas. Merci beaucoup pour la parole, c'est le coordinateur sous-provincial national. Ma préoccupation est de savoir, je suis allé partout, dans les bureaux de l'État du ministère. J'ai présenté les documents que vous avez cités. Mais le ministère nous dit jusque-là, nous ne sommes pas encore connus. Il nous faut l'arrêté ministériel. Alors je voudrais que vous allez nous dire, vous êtes à quel niveau pour l'obtention de l'arrêté ministériel de la formation professionnelle pour qu'on puisse nous prendre en charge. C'est ça ma question. C'est la question que vous posez même en privé. Les services du CNCPF, on ne peut pas nous présenter nos ordonnances. On ne peut
pas nous taper ça pour nous aligner. Non. Les ordonnances que nous avons, les décisions organiques que nous avons, c'est juste pour notre légitimité, c'est juste pour vous protéger sur le terrain, d'avoir les centres d'information, de faire tout ce que vous pouvez faire. Mais s'il faut parler de mécanisation, là c'est le service et le ministère qui doit nous prendre en charge. Comme vous avez dit, nous sommes dans les démarches. Vous savez bien que nous, à la Fondation, nous avons déjà travaillé le projet des arrêtés et 4 projets avec les chargés de projet du secrétaire général. Et ces projets sont sur la table du ministère. Et pourquoi jusqu'aujourd'hui nous n'avons pas arraché ces arrêtés? C'est parce que le ministre soupçonne les centres d'information fictifs, les centres d'information outils qu'il appelle lui-même. C'est-à-dire, parce qu'il faut le savoir, ce n'est pas seulement une confession religieuse qui peut créer une coordination, vous aussi vous faites une coordination. On parle des conventionnés publics, on parle aussi des privés, vous aussi. Et ces privés peuvent être agréés par un arrêté. Et je pense que ce sont ces privés-là qui créent des centres de formation politique et ça fait un bon moment que les ministres ne veulent pas signer des arrêtés. Mais vu que la signature des arrêtés, c'est une affaire politique, nous, la coordination nationale, nous avons fait un pas. Ceux qui sont dans le groupe, ils ont dit le message. Nous avons rencontré l'honorable deuxième rapporteur Jean-Paul Baïné. L'échange était positif et nous espérons, Inch'Allah, ces mois ou le mois prochain ne sera pas fin, nous aurons nos arrêtés et tout va se passer tranquillement. Déposer les arrêtés, c'est bien, vous allez financer, vous allez faire tout, on dépose, c'est entré. Mais la signature, c'est une affaire politique et ça demande une force politique. Et si vous aussi, en tant que communautaire provincial ou sous-provincial, vous avez des forces politiques, quelque part, vous avez des révélations des forces politiques, la négociation de la coordination nationale va se déplacer pour rencontrer cette force et pouvoir nous aider à avoir les arrêtés. Ça, c'est une affaire politique et nous espérons que nous aurons ces arrêtés. Pourquoi? Parce que nous travaillons dans la légitimité et nous sommes déjà l'État. On ne ferme jamais l'État. La question, on n'a pas la question. Nous avançons. Il y a une deuxième thématique. Moi, je pense que ça, c'est la fin. Il y a une deuxième thématique qui est encore large que ça. Nous sommes 15 heures, il y a des mamans, il y a des papas. La deuxième thématique, c'est la formation professionnelle. Il y a certains points que j'ai parlé à la première thématique ici, qui n'allons même pas durer. En tout cas, c'est long à écrire là, je vais seulement parler. Les partenaires directs sur le terrain du communautaire national, provincial, sous-provincial. Qui sont-ils? Et pourquoi? J'ai parlé que dans les communautaires sous-provincial, c'était gestionnaire approximatif. Alors, il doit descendre de ces terrains, gérer les centres de formation, créer les centres de formation, faire les mises en place des centres de formation. Alors, ces travail, il ne doit pas les faire seul. En tout cas, il doit faire ce travail avec les 2 bureaux. Les bureaux de la formation professionnelle et les bureaux des sections et réception des apprenants. J'ai parlé de ça. Dans une salle, nous devons avoir
25 apprenants. Et il faut qu'il y ait un chef de bureau chargé de ça pour comprendre tout ça. Donc, les coordinateurs nationaux aussi sur le terrain suivent le fait une fois par semaine ou une fois les 3 mois. Ils doivent être accompagnés par ses experts, par son expert, les chefs de division de la formation professionnelle, accompagnés de ces chefs de bureau. C'est eux qui sont bien placés, qui seront motivés et détecter facilement. Et ça, c'est un centre de formation. Et ça, c'est pas un centre de formation. Et ça, c'est une académie. Et ça. Je viendrai de là. On va parler de 4 niveaux de formation professionnelle. Donc, c'est un peu ça, le premier point. Vous ne devez pas travailler seul. Vous ne devez pas descendre sur le terrain seul. Il faut être accompagné par les experts, par les chefs de bureau de la formation professionnelle. Vous n'êtes pas censé, vous, le coordinateur sous-provincial, et savoir réellement s'il faut avoir 20 personnels ou pas. Il y a un chef qui n'a jamais parlé d'une coordination sans avoir les centres de formation. D'ailleurs, c'est impossible. C'est impossible. Vous êtes un coordinateur sous-provincial. Vous avez déjà combien de centres de formation dans votre institution? Aucun centre de formation. Et vous êtes fier de se dire que non, je suis coordinateur provincial ou sous-provincial. Non. Les coordinateurs nationaux ou la coordination nationale seraient très fiers de sa nomination s'ils voient que non, les coordinateurs provinciaux ou skillers sous-provinciaux de nous apporter des résultats. Et le seul résultat pour nous, c'est d'avoir les centres de formation. On ne peut jamais nous payer sans avoir les centres de formation. En tout cas, allez-y chercher les centres de formation par toutes les probabilités possibles. Comment vous allez faire? J'ai dit 50 centres de formation minimum. Vous allez voir dans votre province éducationnelle si vous avez 10 coordinations sous-provinciales. Un coordinateur sous-provincial peut vous apporter 2 ou plus de centres de formation. Cela, ça va vous aider au moment peut-être de signer un partenariat, au moment peut-être de contrôle physique ici à la CPF, d'avoir des centres de formation dans votre province éducationnelle. Déjà, quand le contrôleur arrive ou quand un partenaire arrive, trouve que vous avez au moins 50 centres de formation à Lumumba. Et ça, c'est une fierté pour nous. Et jusque-là, nous n'avons pas atteint ces nombres de niveaux et ces centres de formation. En tout cas, il faut nous apporter les résultats. Le troisième point, c'est comment créer. Je reviens encore sur ces sujets parce que c'est très important. Comment créer ou affilier les centres de formation dans votre sous-division sans paraître gestionnaire d'évidence sur le terrain. Ça, c'est une méthode simple. Plus de 50% des coordinateurs sous-provinciaux peuvent être des novices dans le secteur de la formation professionnelle. Alors, pour ne pas paraître débutant sur le terrain comme un gestionnaire qui vient d'arriver, qui vient de naître, vous devez d'abord avoir une équipe compétente à la formation professionnelle. Quand je parle d'une équipe compétente, je parle de votre chef de division de la formation professionnelle et son équipe, le chef de bureau. Je parle de votre chef de bureau de la formation professionnelle et son équipe. C'est ça une équipe compétente qu'il faut pour ne pas paraître un gestionnaire débutant sur le terrain lorsque vous allez solliciter un centre de formation pour s'affilier à nous ou pour aller créer un centre de formation. Et le deuxième point, c'est cette équipe-là doit être outillée de la gestion de formation professionnelle. Quand je parle d'outils, je parle d'abord de la compétence, des bonnes informations que vos agents doivent avoir, des très bonnes informations.
Vous allez arriver sur le terrain, on vous pose la question, nous devons avoir combien de personnel dans notre centre de formation. Et vous, en tant que coordinateur sous-provincial, vous n'êtes pas obligé de répondre à ça. Vous avez un chef de bureau, vous avez un chef de division qui peut répondre à cette question rapidement. Et donc, ça dépend des filières que vous organisez, et je vais arriver. C'est la réponse simple. Il ne faut pas donner un nombre exact, non. Les nombres des personnels dans un centre de formation dépendent des filières que vous organisez. Je vais arriver. Pourquoi? Parce que dans une filière, peut-être, je prends des coups de routiers, nous devons avoir des formateurs. Vous voyez? Nous devons avoir des formateurs. Et quand nous avons dans ces centres de formation, disons 5 filières, c'est multiplié par 5 et le nombre de personnel augmente. Et quand vous répondez directement que non, il va avoir 30 agents. Non, ça dépend. Les centres de formation, les établissements que nous parlons, c'est très différent avec nos coordinations. Nous, bien sûr que même cette mise en place pour les centres de formation a été bien établie par le ministère, oui, mais ça dépend toujours des filières que vous organisez. Donc, c'est un peu ça pour ces points que vos chefs de division, chefs de bureau doivent vraiment être outillés sur le terrain. Quand vous avez un chef de bureau bien armé par toutes ces informations, je ne pense pas que vous, les gestionnaires approximatifs, vous allez apparaître débitant. Ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que vous avez une équipe compétente. Alors, tout ça, ça demande des séances de travail dans chaque division, dans chaque bureau, pour amener les chefs de bureau, les chefs de division, les personnels. Le quatrième point, ici, je serai assez large, c'est les 4 niveaux de formation professionnelle. C'est ici vraiment que les problèmes se posent. Marc Ekila, le ministre Marc Ekila, a parlé de ça dans son interview. Je pense que c'est Christian Moussakoué. Je viens un peu le nom de la radio. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez trouver un formateur qui est dans un centre de formation qui ne sait même pas où il se retrouve. Dans quel niveau de formation il se retrouve. Et vous aussi, en tant que coordinateur sous-provincial, ici maintenant, je suis pour le coordinateur sous-provincial, pas les provinciaux. Et vous, en tant que coordinateur sous-provincial, vous ne savez pas ces centres de formation ou cet établissement, c'est réellement un centre de formation, c'est réellement l'académie des métiers ou pas, je ne sais pas. Vous oubliez tout ça, vous ignorez. Et le premier niveau de formation, c'est le niveau des centres d'apprentissage des métiers. On parle de CARK. Ici, c'est quand un bébé naît et ce bébé veut apprendre à grimper, veut apprendre à marcher, tout ça. C'est ici qu'on parle de ces niveaux de formation. Moi, je suis nul en informatique et je vais aller apprendre l'informatique. Je vais commencer par ces premiers niveaux de formation. C'est pour les apprentis. Ça, c'est pour les apprentis. Vous devez maîtriser ça. C'est pour les apprentis.
Et il y a une section de formation et 3 mois seulement. Je pense qu'avec ces 3 mois, quand on rentre à l'exemple de l'informatique, vous allez apprendre un peu de l'Excel, Word, ceux qui ont fait l'informatique. Est-ce que vous allez apprendre aussi bureautique, Internet, tout ça avec les 3 mois? Je pense que c'est possible. On va vous apprendre le préliminaire. C'est ça qu'on appelle centre de formation apprentissage et métier. C'est pour le bébé, c'est pour ceux qui ne savent rien de le métier. Et dans ces niveaux de formation professionnelle, il y a aussi une mise en place qui doit se faire. Il y a aussi un nombre limité des apprenants. C'est toujours 25 personnes par salle. Et la même mise en place. Nous allons arriver pour la mise en place. Et le deuxième niveau, c'est le niveau des centres de formation professionnelle. Les niveaux des centres, c'est CFP, Centre de formation professionnelle. Et ici, la session de formation va de 3 à 6 mois. Ici, on n'apprend pas le préliminaire, on n'apprend pas pour devenir peut-être un débutant en informatique. Vous êtes censé fabriquer le cerveau. Et le troisième niveau, c'est le niveau des académies des métiers, AL. Académie des métiers. Ici, c'est 12 mois. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous êtes des gestionnaires approximatifs. Vous allez tomber sur un établissement comme INPP et vous ne savez pas faire la différence entre INPP et Secotec, entre Secotec et le centre de formation de soins qui apprennent les gens 3 mois ou plus de temps. Ces points, c'est très important de les maîtriser. Et ici, les apprenants, leur rôle, donc leur objectif à la fin, c'est de se spécialiser. Après ces 12 mois, cela veut dire, quand vous faites 12 mois de formation en informatique, sachez que dans un centre de formation, peut-être, sachez que ici, vous devenez spécialiste en informatique, spécialiste en Word, par exemple. Donc ici, on sort, on apprend vraiment, on apprend les apprenants. C'est un peu ça. Et le 4e niveau, c'est le niveau des instituts supérieurs. Je pense qu'ici, on a touché à l'INPP, à l'ISIPA, STI, niveau de l'institut supérieur. Ici, c'est 24 mois ou 10 ans. Et quand vous sortez dans ce niveau d'institut supérieur, c'est pour devenir maintenant formateur et formateur. Moi, je pense que la coordination nationale doit créer des instituts supérieurs pour sortir les formateurs et ces formateurs vont former les formateurs, vont encadrer, vont vraiment sortir les formateurs. Donc, à ce niveau, vous devenez les formateurs des formateurs. Voilà les 4 niveaux de formation professionnelle. Et ici, c'est le cycle court, 10 ans et 4 mois. Le 5e point, c'est comment établir la mise en place de chaque niveau et qui peut le faire. J'ai parlé du personnel dans le bureau, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Ici maintenant, je suis obligé
et prendre la notification d'un arrêté ministériel numéro 039 par 2023, 14 février 2023. C'est ça. Nous allons faire une mise en place des centres de formation fictifs que nous avons imaginés pour avoir l'idée de comment vous allez faire ces mises en place quand vous êtes sur le terrain. Et qui peut les faire? Ce n'est pas un chef de cellule ici la CPF qui est là pour faire votre mise en place. Les chefs de cellule ici la CPF ne peuvent pas faire votre mise en place. Lui, il est là pour contrôler. C'est à vous, les coordonnateurs sous-provinciaux et les chefs d'établissement, de voir comment vous allez faire cette mise en place. Professionnel au niveau. C'est fictif, vous descendez sur le terrain, vous trouvez un centre de formation professionnelle communaux qui n'est pas affilié dans une autre coordination, qui n'est pas agréé, et après toutes les étapes que nous avons décrites, après avoir confirmé réellement ces des centres de formation, ils ont des métiers, ainsi de suite. Maintenant, au final, normalement, vous devez gagner le pari. Le pari, c'est travailler maintenant en partenariat. Ces centres de formation viennent dans votre juridiction. Et le seul engagement entre la coordination et le personnel qui sont à la coordination, c'est la mise en place, c'est la commission d'application, c'est la notification. C'est ça, on va laisser l'engagement. Et vous, en tant que coordinateur sous-officiel, sur le terrain, vous devez faire cette mise en place. Après cette mise en place, viendra la commission d'application et de notification. Maintenant, ici, nous allons faire une mise en place des centres de formation fictifs communaux qui a des filières, coupe et couture et l'informatique. C'est les chefs d'établissement, c'est des chefs de division. Je mets seulement CD. Et on doit avoir un seul chef d'établissement, même si on a des figures. Grade 130. On a l'adjoint du chef d'établissement. On va avoir un seul adjoint de 140. Les secrétaires. On va avoir aussi un seul secrétaire. Les chargés de discipline. Chargé de discipline. Et celle aussi. Avec cette mise en place, n'oubliez pas, il y a une en-tête. Vous allez mettre une en-tête de votre coordination.
il y a l'intendant, et c'est aussi 140. Il y a des conseils d'orientation professionnelle. Ceux qui sont dans l'enseignement, c'est quoi? C'est la même chose. Hein? Il y a des conseils d'orientation, des chargés de discipline, conseiller d'orientation, SL 140. Opérateur de saisie, c'est professionnel. Opérateur de saisie, SR 110, surveillant, c'est 310. Chauffeur mécanicien, 310 encore. Ici, c'est chauffeur mécanicien. Surveillant et surveillant. Chauffeur mécanicien, c'est 310. La sentinelle aussi, 350 et sentinelle. Ici, c'est 10. Et sentinelles 350. Ici, c'était les personnels administratifs. Personnel administratif. C'est plus ça. Et maintenant, il y a les personnels techniques. Personnel technique, nous avons les formateurs par salle de formation. Formateurs par salle de formation. On va les avoir 2 et 110. Donc, deux formateurs. Chef d'atelier par filière, un seul. Chef d'atelier par filière, un seul. Et 110. Les infirmiers, 2 aussi, et 110. Alors, tous ces personnels, ils ont leur attribution complète. Ça viendra dans les supports parce que c'est très large. Merci. Ici, nous avons des filières. Comme nous avons des filières, nous devons avoir 4 formateurs. Il y a aussi 2 chefs d'atelier. Il y aura un atelier pour l'informatique, l'autre pour l'agriculture. Mais vous avez oublié d'autres rubriques. Il y a la qualification, les sexes. Là où vous avez écrit désignation, c'est les canevas que le ministère nous a rendus. Pour élaborer la mise en place, on devrait directement mettre les noms, post-noms, prénom, sexe, qualification, diplôme, ainsi de suite. Alors, quand vous avez présenté, vous avez omis 2 formateurs, un chef d'atelier. Vous avez présenté que un seul pour l'informatique ou la préfecture. C'est ça ce que je voudrais dire. Vous avez raison parce que vous avez eu le temps de lire tous les documents qui s'appellent entre nous qui n'ont pas encore vérifié ces documents.
Tout ce que je viens de parler, ça se trouve dans un arrêté. Ça, c'est l'arrêté du ministère. D'ailleurs, c'est la modification des arrêtés. Ça se trouve ici. Je pense que j'ai mis à votre disposition tous ces documents de groupe pour la énième fois d'aller imprimer et comprendre. Vous avez raison, je peux parler des normes, post-normes, prénoms, niveau des types. Ça viendra. Ça viendra dans les attributions de chaque personne. En tout cas, j'ai demandé le temps de mettre ça au point pour les supports. Je pense qu'aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, maintenant là, on peut poser des questions. Toutes les questions possibles. La première thématique des hommes. Merci beaucoup pour la parole. Premièrement, je suis John Brata, je suis ingénieur informatique. Je voulais seulement savoir, parce qu'il y a une théorie, là, je pense que vous avez, avec l'évolution, l'explication de quelque chose, je voulais savoir, lorsque un centre est activé, quel bénéfice ça? Deuxièmement, je voulais savoir sur les partenariats. Vous avez parlé de l'ordre, ce qui concerne les centres, c'est pas votre effort, tout consort. Je peux vous donner l'exemple. Je crée un centre, je viens à la coordination. J'ai un centre X, je vais faire un partenariat avec la coordination. Quels sont les pourcentages? Comment est-ce que vous avez équilibré les choses? Donc c'est ça qui est ma deuxième question. Merci. La première question, c'était le bénéfice. Le bénéfice des centres. Déjà, nous, la coordination, on l'a créée sur base des documents et partenariats. Et si on veut affirmer aussi les centres de formation, ça sera aussi sur base du partenariat. Et nous, la coordination, avec le ministère, le bénéfice du ministère, c'est d'avoir un contact au niveau du budget pour les centres de formation, parce que nous sommes en train de valoriser ce secteur. C'est ça le bénéfice du ministère. Et le bénéfice de la coordination, c'est déjà tout ce que nous sommes en train de faire, c'est à l'interne. Nous pouvons changer les coordinateurs provinciaux comme nous voulons, les coordinateurs sous-provinciaux comme nous voulons, parce que le ministère ne nomme ni les coordinateurs nationaux, ni les coordinateurs provinciaux, ni les coordinateurs sous-provinciaux, ni les agents que j'ai parlé. C'est la coordination qui le fait. Et le ministère vient juste prendre acte de ces nominations par des arrêtés. Le ministère vient juste prendre en charge de ces personnels par les matricules, par les prix. Non seulement les personnels de la coordination, mais aussi les personnels des centres de formation. Alors, nous n'avons aucun pourcentage réalisable chez le ministère en tout cas. Déjà, nous valorisons ce secteur pour avoir les centres de formation, c'est tout. Et les partenariats maintenant avec les centres de formation, je pense que ça, c'est vraiment une franche collaboration qui va se faire être posée entre les deux côtés. Donc, vous allez s'associer avec nous. Votre bénéfice, c'est la prise en charge du ministère que nous avons en partenariat. Ça, c'est le premier bénéfice. Deuxième bénéfice, vous aurez un numéro d'arrêté pour vos centres de formation. Ça, c'est le deuxième. Le
troisième bénéfice, lorsque les personnels du centre de formation seront payés, je pense que l'initiateur de ces centres de formation, c'est-à-dire l'autre partie du partenariat, va imposer peut-être à ces personnels qui l'ont engagé dans ce centre de formation que non, chaque fin du mois, sur 100 francs, vous allez me verser 1 franc. Si vous êtes payé, personne ne va bénéficier. Ce sont juste une franche collaboration si vous échangez bien. Et nous, la coordination, nous allons lire à ces centres de formation avec ce droit d'arrêter. Vous aurez la possibilité d'avoir plus tard avec les démarches des deux côtés, pas seulement de nous. Parce que les chefs d'établissement ou l'initiateur de cet établissement doivent être motivés. Plus tard, vous allez débuter les frais de fonctionnement. Maintenant, avec les frais de fonctionnement, déjà, la coordination, c'est le département de la communauté islamique. La coordination est irréductible à la communauté. Nous d'abord. Et les centres de formation aussi sont irréductibles à la coordination. Vous voyez cette balance. Et comme j'ai dit, ça c'est une franche collaboration. Vous pouvez même échanger entre vous. Ce n'est pas à s'imposer à dire que non, les centres de formation de notre côté aura 40%, nous sur 10%. Vous allez échanger, vous allez se mettre d'accord. Le plus important, c'est les personnels de nos établissements soit identifiés par le ministère, le personnel de nos établissements, soit privés, le reste des fonds. On va voir. Il n'y a pas un quota fixé pour ces partenariats. Vous allez échanger encore. Néanmoins, il y a des bénéfices. Je vous ai parlé des bénéfices. Satisfait? Je suis satisfait, merci. Je vois, il n'y a pas vraiment. Je vois donc le centre va travailler d'une manière autonome, pas vraiment dépendant du ministère. Parce que je vais donner un exemple. Il y a un élève qui vient, un apprenti, comme vous venez de l'expliquer ici. Il vient apprendre, je mets mon prix, ça ne concerne que moi, les propriétaires du centre. Là, vous n'avez pas équilibré sur le plan paiement de la formation. Il y a certaines choses que je ne peux pas parler. Le brevet, c'est les ministères de l'œuvre qui s'en occupent, les bourses. Il y a beaucoup de choses derrière ce centre. Si votre centre de formation, votre académie, tous les niveaux sont qualifiés. Il y en a dans les invités. Déjà, si vous voulez fonctionner, vous pouvez demander à vos apprenants. Je vois, il y a des centres de formation qui demandent 500 francs comme ça, 500 francs, 1000 francs. C'est juste pour les aider à fonctionner, avoir les transports, acheter des crédits, tout ça. Ce qui vous met en partenariat avec vous, c'est vous, les centres de formation. C'est le numéro d'arrivée des centres de formation qui est la coordination. Et c'est que la coordination gère. Satisfait. Avec le temps, vous serez satisfait. Il y a des questions? Merci, monsieur le secrétaire. Je réponds au nom de Machiko de Capitaine Daouda, le sous-provincial Barada D, et puis le 1. Ma question est celle-ci. En parlant de ces 4 niveaux-là, c'est obligatoire pour la coordination sous-provinciale d'organiser ces 4 niveaux ou bien vous pouvez choisir un niveau pour développer dans tous les centres. La deuxième question est quelle différence est entre centre de formation et l'atelier de formation? Il y a la différence là-dedans. Merci.
Déjà, dans chaque niveau, là, je vais répondre à la deuxième question. La première, vous allez répondre par moi. La deuxième, déjà, dans chaque niveau de formation, il y a des ateliers. Les ateliers servent juste du côté pratique. Après la partie théorie et les formateurs, et l'atelier sert côté pratique. Vous allez tout mettre en pratique. Là, il y a des machines, des matériels, vous allez tout mettre en pratique. Donc, à chaque niveau de formation, il y a des ateliers satisfaits. La première question, c'était. Ma première question était celle-ci. En ce qui concerne les 4 niveaux, à CAM, quoi que ce soit, c'est obligatoire pour la coordination sous-provinciale. Derrière, soit sans l'arrêter, vous pouvez aussi participer à ce contrôle-là. Parce que si je pose, j'avais vu dans les groupes, il y a d'autres secteurs qui ont déjà. Oui, il y a d'autres secteurs comme Maniema qui ont déjà participé au contrôle de Sénacenter. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'ont pas les arrêtés. Ils ne pouvaient pas. Ils ont fait ça pour donner les informations et le personnel. Et quand le moment viendra pour le contrôler, on n'aura plus le temps d'aller chercher les données. Quand je parle de données, les centres de formation, les personnels qui seront des centres de formation, les coordinations provinciales, les personnels qui sont aussi là-bas. Pourquoi je dis ça? Parce que la coordination est légitime, c'est les patrons du ministère qui doivent organiser cette coordination. Et ces patrons du ministère à ses services. Parmi ces services, il y a ces services. Après, l'agrément, c'est des services qui viendront maintenant nous contrôler et faire tout ce qu'il peut faire à la suite. Donc, c'est que les coordinateurs professionnels de Maniema ils ne pouvaient pas. Maintenant, là, parce que j'ai suivi vos discours, dans vos discours, vous avez parlé de. On ne peut pas avoir en fait une division s'il n'y a pas de centre de formation. On ne peut pas avoir. En fait, les divisions ne vont pas fonctionner sans pourtant qu'il y ait des établissements. Non, on ne peut pas être mécanisé comme tout le monde me pose la question de mécanisation sans avoir de centre de formation. C'est ça, c'était ça. Bon, moi je voulais savoir, si on voit réellement, nous avons fait une carence au niveau de la communauté pour ce qui concerne les centres de formation. Est-ce qu'il y a des partenaires qui vont venir ou il y a comment. Il y a carence au niveau des différents pays. Vous aussi, vous pouvez créer un centre de formation. Il y a après premier, deuxième, troisième, quatrième, mais on parle des centres de formation. Je connais bien ces directeurs commerciaux personnellement. Ils ne peuvent pas faire ça. Formation, et on aura plus de 50 centres de formation. Les financements. Non, il y a un critère pour qu'un centre de formation soit un centre de formation. Il y a des critères. Le premier critère, c'est les bâtiments. Quand je parle des bâtiments, je ne parle pas d'avoir beaucoup de locaux, non. Vous pouvez avoir un seul local. Un seul local, c'est possible. On trouve des locaux, là-bas, on met centre de formation. Et le deuxième critère, c'est les filières que ces centres de formation organisent doivent maintenant avoir les matériels de ces filières. Premièrement, cette affaire ne concerne pas seulement l'islam, c'est tout le monde qui est le bénéficiaire. Dans l'église islamique, il y a des partenaires, il y a des gens qui touchent là. Et partout là, est-ce qu'il y a moyen de permettre que chacun de nous d'élaborer un projet? Je ne sais pas,
l'autre peut avoir un projet de centre informatique, l'autre, je ne sais pas, sur le bâtiment, sur la construction, l'autre, je ne sais pas, sur la mécanique, sur la menuiserie, je ne sais pas. On vient avec nos projets. Et vous, en tant que coordonnateur, vous allez voir vraiment focaliser les projets avec d'autres partenaires qui ont beaucoup de sous pour soumettre ces projets, pour soutenir. Je ne sais pas, ça c'est une idée pour aider les gens. On peut avoir une idée. C'est ça. Et cette idée, vous les mettre en pratique dans votre sous-division ou dans votre coordination professionnelle. Provinciale ou sous-provinciale, si vous êtes fort dans les projets, vous allez avancer. Il y avait un formateur, c'est lui qui a parlé de l'administration. Il a dit que nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas écrire à un partenaire, que ce soit le coordinateur. Vous ne trouvez pas que si tel est légal, nous serons aussi livrés à un problème. Parce que chaque fois qu'il faut aller trouver un partenaire, nous devons toujours revenir à vous, la coordination nationale. C'est ce qu'il avait dit. Moi, je n'ai pas voulu vraiment le vexer, je me suis arrêtée. Je vous pose cette question-là. Si tel est le cas que nous ne pouvons pas nous adresser directement au partenaire, il faut passer par la coordination nationale. Je ne peux pas dire. Déjà, la lenteur, et c'est ça vous permet à mettre à la fin de chaque lettre, chaque rapport, et vous pouvez écrire un partenaire, vous pouvez mettre votre sceau et votre signature. Moi, je pense que vous n'êtes pas obligé de revenir à la coordination nationale. Quand vous avez la signature en tant que coordinateur provincial et sous-provincial, vous avez des sceaux, vous pouvez directement écrire pour le bien de votre sous-division, pour votre promesse éducationnelle. Ngaliba 2, Ngaliba 1. Ngaliba 1. Mongafula 3. Mongafula 2. Mongafula 2. Mongafula 1. Qui représente Baoumou? Baoumou 1. C'est le Mao 3. C'est le Mao 3. C'est le Mao 2. C'est le Mao 1. Giringir 2. Giringir 1. Makala. Kasavu. Kalam 2. Kalam 1. Bumbu 2. Bumbu 1. Pandal. Ça c'est bon. Et 3. Vous mettez 2. Vous mettez 1. Lemba 2. Ceux qui souhaitent échanger avec moi,
Les coordonnateurs sous-professionnels. À la fin, nous allons remettre des mises en place provisoires et ces mises en place, ça va vous servir juste à les actualiser. Donc vous allez vous réunir avec les membres de votre sous-division, les membres de votre coordination provinciale, faire des mises à jour. Peut-être il y a un nom qui s'est mal écrit, peut-être cette personne ne mérite pas ce poste, il y a des erreurs qui s'est fait. Alors, nous allons vous mettre ces mises en place. Vous allez faire des mises à jour. Je vais vous laisser un message dans le groupe, comment vous allez procéder. Et si vous n'avez pas les contacts de certaines personnes de votre sous-division, coordination provinciale, nous allons vous soumettre ces contacts. Nous devons avancer, les mises en place pour le mois de mai sont déjà disponibles. Et après ces mises en place, nous allons passer à l'étape de consolidation en entendant les arrêtés comme tout le monde le sait.